Bonsoir à tous, donc bienvenue sur notre webinaire Banque Finance, Assurance et Gestion de patrimoine. Donc désolé pour les quelques petites minutes de retard. Désolé, j'arrive. Et bien parfait, c'est bon timing. Ouais, c'est bon. Pas de souci. Donc, voilà, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je suis Elodie, chargée de recrutement pour le campus Ecofac de Rennes. Donc, mon rôle, c'est d'accompagner les candidats sur l'admissibilité, justement, pour la filière banque, finance, assurance et gestion de patrimoine. Et puis, derrière, d'accompagner sur la recherche d'alternance jusqu'à l'intégration sur notre campus Ecofac. Mais ce que je vous propose, c'est que vous vous présentiez chacun votre tour. Donc, Alexandra, je te laisse commencer. Oui, donc bonjour à tous. Donc moi, c'est Alexandra Vieux. Donc je suis en alternance cette année en master en gestion de patrimoine, donc au sein de l'Ecofac. Donc je vais un peu vous parler de mon parcours rapidement dans un premier temps. Donc j'ai débuté avec un BTS assurance que j'ai fait en alternance chez Suez Recyclage et Valorisation. Donc, je vais beaucoup préciser mes alternances parce que quand on va échanger par la suite, vous verrez que c'est important de ne pas se fermer de porte. Donc, parce que j'étais dans un service interne d'assurance. Donc, il ne faut pas se dire on va que chez un assureur. Donc, on y reviendra après, mais voilà, c'est un point important que je voulais souligner. Ensuite, j'ai fait une licence professionnelle assurance banque finance que j'ai fait également en alternance au Crédit Agricole au centre de relations clients à Saint-Jacques-de-la-Lande. Pour ceux qui sont rennais, voilà, vous voyez le gros bâtiment le long de la rocade. Et cette année, donc, je suis aussi en alternance pour mon master, donc en 2 ans, à la Société Générale. Donc cette fois-ci, je suis en agence. Voilà un peu pour mon parcours actuel. Ok, merci. Du coup, et Monsieur Lucas, je vous laisse. Bonjour, excusez-moi, ça a été très très limite en timing. Je suis désolé, j'ai un problème technique. Je me présente. Donc je m'appelle Yann Lucas. Je suis formateur indépendant. Je travaille donc pour le groupe Ecofac, donc sur Rennes. Et donc j'interviens en formation donc bachelor CPA et donc en formation également C4 GP. Je fais de la formation depuis 2007 dans le domaine de la banque assurance puisque je suis issu du milieu de la banque assurance et j'ai un peu plus de 20 ans d'expérience dans la banque assurance sur 2 réseaux, essentiellement en Bretagne et sur le marché des particuliers, des professionnels, de l'entreprise, de la gestion de patrimoine et du management. Voilà, rapidement. Ok, condensé pour le coup. Condensé. Ok. Donc l'objectif de l'échange de ce soir, c'est vraiment qu'il y ait une présentation des filières qu'on propose sur cette filière-là, donc notamment le BTS Assurance, le Bachelor Banque Finance Assurance et Gestion de patrimoine, et puis le Bac plus 4/5 en Gestion de patrimoine. Donc après, n'hésitez pas, voilà, il y a un petit chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, et puis en fonction du sujet qu'on aborde ou de quand ça arrive, soit on répondra en direct ou on répondra un petit peu plus tard en fonction de comment on se lance et comment on échange. Ce que je vous propose déjà, Monsieur Lucas, dans un premier temps, c'est peut-être nous parler de la formation et des compétences requises et qui sont acquises aussi pendant les différentes formations. Bien sûr. Je vous parlerai plus de la formation Bac plus 3 et 4/5 sur le programme en lui-même, sur la formation donc, CPA, donc conseiller patrimonial. Pour que ce soit peut-être plus parlant et pour vous donner un peu quelques informations sur le programme quand même, que vous allez retrouver, évidemment, vous aurez de l'analyse de patrimoine. Vous aurez également de la stratégie patrimoniale, donc c'est toute la relation client patrimoniale que vous pouvez détecter lors d'un entretien avec un client ou avec un prospect. Donc c'est toute l'analyse et toutes les techniques qui vont servir à analyser et faire des propositions, bien entendu. Voilà. Vous avez bien sûr une partie de droit patrimonial important, évidemment, ce qui est importante, une partie fiscalité aussi qui est aussi importante, essentiellement la fiscalité des particuliers. Et puis, bien sûr, des techniques bancaires, donc sur les placements, sur l'immobilier, sur toutes les techniques bancaires, je dirais, de base que vous pratiquez dans le métier de la banque assurance. Et puis, une partie également assurance de biens et des personnes. Voilà, de l'anglais, bien sûr, aussi qui peut être important éventuellement pour la poursuite d'études et aussi peut-être faire de la gestion de patrimoine à l'étranger, pourquoi pas. Et puis un projet également de fin d'études à présenter, donc qui correspond en fait à la mise en situation de la situation en entreprise par rapport à l'alternance et qui permet d'expliquer aujourd'hui et de travailler sur une problématique bien particulière, sur peut-être la digitalisation dans la banque, sur la concurrence, sur
comment capter des nouveaux clients, comment développer une clientèle, etc. Enfin, il y a beaucoup de problématiques qui peuvent être abordées. Ça me fait penser également que vous avez aussi dans votre module, un module sur de la digitalisation. Donc c'est aussi important en bachelor. Voilà pour la formation bachelor très rapidement. Et puis vous parlerez peut-être plus vous de la partie entreprise et puis durée, de formation. Ce sera peut-être c'est 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines en entreprise. Donc voilà en gros on va dire l'équilibre, je crois. Hein. C'est ça, c'est 1 semaine de formation sur le bachelor et 1 à 2 semaines en entreprise. C'est ça, voilà. Donc ce qui est un rythme plutôt intéressant, qui peut permettre également de mettre à profit les connaissances acquises et puis de les mettre également en pratique. Et sur le bachelor sur le master, gestion de patrimoine. Alors là, qui est lui sur 2 ans, bien entendu, un programme qui est très très riche, qui va du métier du conseiller patrimonial dans son métier avec le conseiller de gestion patrimoniale également indépendant, en agence bancaire, dans un groupe ou seul d'ailleurs, en cabinet de gestion de patrimoine. Donc le métier en lui-même avec la réglementation. Qu'est-ce que bien sûr un client patrimonial ? Les régimes matrimoniaux, bien entendu, avec des notions de droit qui seront reprises, la fiscalité des personnes physiques, je ne vais pas te donner tout le programme, mais les techniques de financement également, donc importantes, évidemment, en termes d'effet de levier et de développement de patrimoine. Une partie calcul financier, la conduite de l'audit patrimonial avec l'analyse également patrimoniale, on va dire la stratégie et le plan d'action qui va être mis en place, soit dans une agence, soit sur un portefeuille bien particulier d'un conseiller patrimonial. Voilà, et puis après des focus bien précis sur l'assurance vie, l'épargne salariale, l'investissement immobilier, la société civile, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, quels sont ses avantages, comment ça peut se mettre en place. La stratégie patrimoniale également, alors ça c'est une notion intéressante à mon sens du chef d'entreprise. Donc avec une notion différente, cette fois-ci, on n'est plus forcément que sur la relation particulière, mais aussi de la relation avec des entrepreneurs. Et forcément, gestion de patrimoine, c'est important, avec le patrimoine privé, le patrimoine professionnel, la mise en relation des deux, et puis bien sûr, essayer de faire une synthèse et un accompagnement qui peut être long dans le temps, hein, très clairement, puisque ça peut évidemment, on peut suivre l'ensemble des étapes aujourd'hui d'une relation. Et puis bien sûr, on va rajouter derrière tout cela toutes les techniques de vente, parce que c'est aussi important, c'est un métier de vente, donc de relation, bien entendu. Donc il va falloir travailler toute cette partie d'entretien, de mise en relation, de structuration d'entretien, et puis également un conduite de projet, et puis également un focus sur la gestion de patrimoine à l'international. Donc c'est pour ça que je disais que l'anglais en bachelor pouvait être intéressant. Voilà, donc très rapidement, mais assez précisément quand même, les différents modules qui seront abordés en Master C4 GP. Voilà, ça fait un total de 910 heures, donc ce qui est quand même plutôt assez conséquent. Et avec un rythme également d'1 semaine, je crois, 3 semaines à peu près de cours. Donc avec des interventions précises sur de notaires, d'avocats fiscalistes, de spécialistes de la gestion de patrimoine. Donc une formation qui, à mon sens, est très très enrichissante. Ouais. Et qui permet d'aborder le métier de gestionnaire de patrimoine de façon assez sereine, je pense, aussi. Ouais, et de vraiment s'immerger dans la vie en entreprise, ouais. Puisque sur le master, effectivement, il y a beaucoup plus de semaines de présence en entreprise que sur le bachelor, ce qui permet de faire la transition avec Alexandra pour le coup. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ton expérience en alternance, comment ça s'est passé pour toi, comment tu le vis finalement? C'est vrai que moi j'ai fait tout mon cursus en alternance. Donc pour refaire une petite rétrospective, c'est vrai que moi je viens d'un bac ES à la base et après je suis partie en fac de droit directement. Et c'est vrai que moi ça me convenait pas parce que j'ai le côté théorique. Donc je me suis dit je préfère le côté pratique et je me suis orientée vers justement l'alternance, en sachant que moi en sortant du lycée on m'a absolument pas parlé d'alternance, on me disait la fac c'est la voie royale. Et avec beaucoup de regrets, puisque c'est vrai que moi, je me suis vraiment épanouie. Après, c'est propre à chacun, évidemment, mais c'est vrai que là, ça fait je vais arriver bientôt à 4 ans d'alternance, donc je pense que je peux en parler aujourd'hui. Effectivement, c'est ce que je disais précédemment.
c'est que j'ai commencé par le BTS Assurance en alternance, donc qui m'a énormément apporté du côté professionnel et privé, puisque c'est vrai que ça nous apprend énormément de choses, déjà sur le métier pour l'assurance, mais effectivement, moi, dans l'entreprise où j'étais, comme ce que j'expliquais au début, j'étais pas dans une entreprise d'assurance pure. Voilà, moi, c'était vraiment un service de gestion interne et je gérais de l'assurance professionnelle. Donc, rien à voir avec ce qu'on peut voir voilà, classiquement dans le BTS. Finalement, je sortais un peu des clous. Mais ça a été d'autant plus enrichissant parce que j'ai vu une autre facette du métier et c'est vrai que l'alternance ça a beaucoup apporté à ce niveau-là parce que j'ai appris un savoir-être, un savoir-vivre en entreprise, ce qui est aujourd'hui essentiel et ce qu'on vous demande en fait à la sortie de vos études parce que quelqu'un qui vient vous recruter, effectivement, on peut avoir de l'expérience en entreprise, peut être compliqué par la suite. Ensuite, j'ai poursuivi sur la licence aussi en alternance et là, ah, j'ai un bruit que j'entends, je sais pas. Je sais pas chez qui c'est. Désolée, ça. C'est moi ou. Ah, c'est peut-être mon micro, du coup. Je pense. Ah mince. Ça a l'air de cette. C'est mieux? Ah, j'entends plus, donc bon. Peut-être Monsieur Lucas, du coup. Donc, pour continuer, donc. Peut-être moi, je suis désolé, hein. J'ai des problèmes techniques après. Donc, après j'étais en licence, excusez-moi, ça me coupe un peu. Donc en licence au Crédit Agricole, donc j'ai continué aussi en alternance, donc au centre client. Donc moi, pour tout vous avouer, au début j'étais un peu déçue de ne pas être en agence, mais finalement j'ai énormément appris parce que c'était une plateforme téléphonique. Donc pour ceux qui veulent aller en bachelor et qui sont pris dans un centre de relations clients, faut pas le voir comme quelque chose, comme une punition, loin de là. C'est vraiment très enrichissant. On apprend beaucoup de choses et il faut savoir que même en agence bancaire, pour ceux qui veulent faire de la banque, on nous demande beaucoup de phoning, donc beaucoup d'appels téléphone. On reçoit énormément d'appels en agence, donc si vous savez maîtriser ça, c'est quand même un plus parce que des conseillers ne savent pas forcément vendre au téléphone non plus, ce que vous apprendrez sur une plateforme, donc c'est quand même assez intéressant. Et ça vous apporte toujours de l'expérience. Puis cette année, je suis en agence, donc je vois l'autre côté voilà, du monde bancaire, on va dire, par rapport à mon petit niveau pour l'instant. Et c'est vrai que pour moi, c'était pour moi évident de me diriger vers l'alternance parce qu'aujourd'hui, quand je vais finir mon master, je vais avoir certes un niveau bac+5, donc qui est bien aussi à justifier auprès d'entreprises, mais je vais aussi avoir 5 ans d'expérience, en plus dans des domaines divers, puisque j'aurai la casquette assurance, la casquette bancaire, mais liée au téléphone, donc ce qu'on recherche aussi, et j'aurai la casquette gestion de patrimoine avec mon master. Donc c'est quand même un cursus intéressant pour un recruteur et pour moi ça m'apporte que du plus pour la suite puisque j'aurais vu différentes choses, on va dire. Ça, je sais pas si par rapport à je reprends mes petites notes. Oui, j'ai tout dit. Ok. Je vais rebondir sur ce que Alexandra a pu dire. Si vous m'entendez, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Si, ça va. Ok, très bien. Effectivement, en alternance et Alexandra, le meilleur exemple. Hein. C'est aujourd'hui, très clairement, quand on est en alternance, ça c'est vraiment très important, et intervenant essentiellement avec des alternants, très clairement, on est dans une relation de professionnel à professionnel. Donc l'idée, bien sûr, c'est d'apprendre des choses, bien entendu, mais vous êtes aussi en entreprise. Et l'idée, c'est d'essayer d'utiliser ce que vous allez apprendre et bien sûr, le mettre en application dans l'entreprise le plus vite possible. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et aussi, pour nous, ce qui est intéressant, c'est de capitaliser sur vos expériences, sur ce que vous avez vécu, peut-être les semaines ou les jours précédents, et de pouvoir justement le mettre en cohérence et de l'utiliser en cours ensemble pour pouvoir justement partager les expériences, corriger, donner des conseils et puis avancer de cette façon. Donc ça, c'est vraiment aussi extrêmement intéressant. Donc il est très clair que quand vous sortez d'un bac+3, voire d'un bac+5, très clairement en alternance, je dirais pas que la porte est ouverte, mais c'est quand même aujourd'hui un grand pas dans la professionnalisation, très clairement, même si vous êtes déjà dans le monde du travail. C'est encore un accélérateur, je pense, assez important, très clairement, peut-être encore plus dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc c'est sûr que c'est un vrai atout.
Oui, et puis c'est vrai que quand on est en formation en alternance, pour le coup, on demande d'avoir une posture aussi professionnelle. En tout cas, nous, chez Ecofac, on attend des étudiants vraiment d'avoir cette posture qu'ils ont aussi en entreprise. Et c'est vrai que ça permet de développer des compétences transverses et annexes qui servent finalement quand on veut s'insérer sur le marché du travail. Et c'est vrai que nous, on accompagne aussi les candidats, ou en tout cas quand il y a des démarches faites pour la recherche d'alternance, on est là aussi pour travailler sur la posture avec des ateliers coaching. On donne des petits conseils sur la présentation, sur le CV, la lettre de motivation, parce qu'il y a des attendus quand même qui sont professionnels. Et c'est vrai que c'est un plus, comme tu le disais Alexandra, sur le CV. Et puis comme vous le disiez, vous, Monsieur Lucas, par rapport aux entreprises, ça permet vraiment de se différencier finalement peut-être des autres candidats qui sont peut-être passés par de l'initial ou qui n'ont pas ce bagage professionnel à côté. Bien sûr. Il y a une petite question qui est arrivée, ça va nous permettre de rebondir avec Michel qui nous demande si le métier de chargé de patrimoine est porteur d'emploi à l'avenir. Je ne sais pas si M. Lucas, vous pouvez répondre à cette question pour le coup. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, écoutez, le métier de chargé de patrimoine, oui, c'est un métier d'avenir. Enfin, c'est un métier, en tout cas, qui va forcément peut-être se développer, d'ailleurs, peut-être de façon différente. On est dans une relation, alors on va parler de banque assurance. On est dans une mutation, je pense, aujourd'hui, du métier de la banque assurance par ce qu'on est en train de vivre, très clairement aujourd'hui, et ce qu'on vit tous, et ce qui est assez exceptionnel. Et puis aussi toute la rupture technologique, forcément la digitalisation, la numérisation, ça modifie aussi la relation. Et le métier de la banque assurance, si vous êtes déjà dedans ou si vous êtes intéressé, il est très clair que c'est un métier qui vous offre des perspectives. Ça, c'est indéniable. Et quand vous rentrez dans la banque, vous rentrez peut-être pour un poste et puis très rapidement, vous allez peut-être faire autre chose et peut-être vous allez être attiré par un autre métier. Dans la banque, aujourd'hui, il y a une centaine de métiers qui sont très divers, évidemment. Alors, vous avez le métier de réseau, où là, vous êtes en relation client directement, et puis vous avez le métier de banque de siège, ou d'assurance, d'ailleurs, on peut parler un peu, c'est un peu identique. Mais vous avez plein de métiers possibles à faire. Et la gestion de patrimoine, je pense que très clairement, c'est un métier qui est en train de se structurer. Alors, tout dépend. On parlera plus tard, je pense, des débouchés, de ce que vous pouvez faire après ce type de formation, mais tout dépend évidemment de votre structure, mais il y aura forcément de la structuration au fil du temps. Et puis, c'est un métier qui se renouvelle. Hein. Vous avez aussi de nouveaux produits, vous avez des nouvelles approches, vous avez des nouveaux supports. Donc, oui, je suis pas là-dessus, je pense que c'est un métier qui va perdurer. Et puis qui va presque de l'entrée en relation avec un client, avec des jeunes clients aussi, parce qu'on oublie souvent, on pense souvent que la gestion de patrimoine, c'est un peu l'apanage des personnes qui ont un certain âge, qui ont déjà des avoirs, etc. Le patrimoine, ça se gère et ça se développe assez jeune. Et on peut très bien avoir une démarche globale, ce qu'on appelle la démarche globale, hein, sur la relation, et développer cette démarche globale de façon assez rapide, enfin, en tout cas jeune, et ensuite de mettre des jalons, de mettre les étapes pour pouvoir développer son patrimoine, évidemment, selon après les événements de la vie, selon les événements professionnels, etc. Il y a plein d'éléments qui vont rentrer en compte, bien entendu, mais il y a déjà une première stratégie. Et même quand on fait du conseil, je dirais, de particulier, sans parler de gestion de patrimoine, on fait déjà la gestion de patrimoine, très clairement. Et puis après, si vous voulez vous spécialiser, vous pouvez faire de la gestion de patrimoine avec des chefs d'entreprise, avec des professionnels, donc avec d'autres notions, d'autres supports. Et puis donc, oui, il y a des perspectives, je pense, extrêmement intéressantes. C'est vrai qu'il y a plein de domaines. Je ne sais pas si Alexandra, tu peux effectivement nous parler un petit peu des débouchés, des métiers visés, parce que je pense que tu côtoies des étudiants, tu côtoies des personnes au quotidien. Donc, est-ce que tu peux les partager du coup Alors, c'est vrai que moi, je suis plutôt là dans le domaine. Je vois, nous, dans notre promo, il y a un peu de... C'est-à-dire qu'on va avoir des personnes en établissement bancaire, des personnes dans des cabinets indépendants. On a aussi une personne qui est chez un notaire. Vous avez en fait différentes possibilités. Il ne faut pas vous dire gestion de patrimoine, par exemple, c'est qu'un cabinet. Il ne faut vraiment pas se fermer de porte. C'est vraiment important, disait Monsieur Lucas, mais on doit juste optimiser le patrimoine. Ça, c'est une partie du métier. Mais il y a aussi effectivement des jeunes clients où on les reçoit
le but, c'est de développer, parce que les clients patrimoniaux d'aujourd'hui ont bien compris quelque part. Donc, effectivement, c'est vraiment une chose intéressante. Et il faut savoir que beaucoup de métiers et de gestion de patrimoine, ça se fait aussi, par exemple, en établissement immobilier. Les agences immobilières, ça se fait beaucoup. Les notaires, ils recherchent dans les banques, parce que vous avez aussi la banque privée. Il y a la gestion de patrimoine, mais il y a aussi beaucoup de banques privées qui se sont développées. Les établissements bancaires que j'ai fait, la banque privée avait quand même une place très importante. La gestion de patrimoine, pardon, aussi. Aujourd'hui, c'est vraiment pour moi un métier où il y a de l'avenir. Après, effectivement, ça se développera de telle ou telle façon, mais voilà, pour l'instant, on ne peut pas savoir, on n'a pas de boule de cristal pour se dire ça sera comme ça d'ici quelques années. Mais moi, en tout cas, de ce que je peux voir aujourd'hui, c'est quand même un métier qui est porteur, où il y a différentes possibilités et où effectivement, après un bac plus 5, voilà, les portes s'ouvrent à vous. Faut pas les fermer parce que pas vous dire je veux aller que en banque par exemple. Faut vraiment. Après, voilà, moi, si je parle pour mon cas personnel, c'est vrai que moi, pour l'instant, à la suite de mon master, j'aimerais potentiellement être embauchée en banque, par exemple. Après, c'est mon souhait, c'est vraiment pour débuter, parce que je pense qu'on fait vraiment ses armes. Moi, j'ai eu l'occasion d'échanger effectivement avec le gestionnaire de patrimoine de mon agence, et c'est vrai que pour lui, pour commencer, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, vous pouvez aller aussi en cabinet, c'est très enrichissant, et je pense qu'il faut essayer de voir le maximum de choses, échanger aussi beaucoup. Ceux qui veulent aller en bachelor ou en master, n'hésitez pas à nous envoyer des messages via l'Ecofac, justement. Je sais qu'Élodie, on avait échangé à ce sujet-là. Faut pas hésiter à nous envoyer des messages sur LinkedIn, ou même si vous avez nos adresses mail, qu'on vous les communique. Faut vraiment pas hésiter. Ah oui, je reprends la question parce que je vois. Pourriez-vous redonner les différentes structures où on peut faire l'alternance? Donc effectivement, il y a les banques, donc toutes les banques, tout service. Moi, par exemple, après, ça dépend le niveau, hein, effectivement, puisque arrivé à un niveau master, on va avoir d'autres attendus qu'en licence, évidemment. Mais oui, dans les banques à différents niveaux, hein, soit dans des CRC, il y a aussi des services sur les prêts immobiliers, sur les débiteurs. Il y a plein de choses en fait au sein de la banque. C'est pour ça que je vous ai de ne pas se fermer de porte, parce que vous avez différents services. Et c'est ça aussi l'avantage. Après, je ne prêche pas pour la banque, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est qu'on a la possibilité de faire beaucoup de choses en banque en fait, et évoluer dans différents métiers. Si un jour si vous mettez le pied en banque, vous verrez que il y a des conseillers qui étaient directeurs d'agence qui sont passés aux ressources humaines, par exemple. C'est assez après. Vous avez différentes portes qui s'ouvrent. Après, effectivement, pour le master, je vois que ça a été précisé. Donc, les banques, chez des assureurs, après aussi des courtiers. Des courtiers, je le précise. Je vais donner d'ailleurs l'exemple que je trouve toujours intéressant de l'année dernière d'une personne de ma formation. Elle n'avait pas d'alternance, elle était pratiquement en juin-juillet, et elle avait vu un courtier qui l'intéressait énormément. Je ne sais plus le nom du courtier, mais un courtier en prêt immobilier. Et en fait, elle y allait au culot. Elle a pris son CV, elle a dit oui, je veux parler au responsable. Elle y allait et elle a eu son alternance parce que justement, alors qu'il ne prenait pas du tout d'alternant, hein, chez ce courtier-là. Donc, il ne faut pas hésiter même à pousser des portes que vous n'oseriez pas pousser. Il ne faut vraiment pas hésiter. Notaire, effectivement, on a une personne dans notre formation là, cette année qui est dans une étude notariale. Et promoteur immobilier, après, c'est assez vaste, hein, parce que vous avez effectivement les promoteurs et vous avez aussi des agences immobilières. Donc après, ce monde-là, moi, je ne le connais pas assez, donc je ne pourrais pas trop forcément parler dessus, mais je sais que quand on regarde les offres d'emploi, ils recherchent des gestionnaires de patrimoine, hein, pour avoir un peu déjà regardé. Mais oui, je vois, il ne faut pas hésiter à élargir, c'est important. Moi, je reprends l'exemple de mon BTS. Après, c'était niveau BTS, mais moi, j'étais pas du tout dans la structure de base, donc il faut vraiment pas hésiter. Et c'est très intéressant, justement, parce que vous avez une autre vision des choses comparée au chemin classique, on va dire. Donc, il faut vraiment pas hésiter. Quelles sont les poursuites d'études possibles après un bac plus 5? Alors, je sais pas si moi, j'en connais certains dans notre formation qui potentiellement aimeraient continuer. Après, moi personnellement, c'est mon choix d'arrêter après le bac plus 5. Mais je sais qu'il y a des possibilités, de faire à nouveau un master. Après, faut
moi, je ne pourrais pas plus répondre que ça. Je ne sais pas si vous pouvez, Monsieur Lucas et Élodie, mais... Je pense que ça va être Monsieur Lucas sur l'aspect un petit peu économie. C'est toujours possible. Après, vous pouvez continuer à vous spécialiser. Parce que ce qu'a dit Alexandra, il y a gestion de patrimoine, il y a plusieurs strates, hein, évidemment, de gestion de patrimoine. Je pense également, enfin, vous l'avez dit, hein, mais les notaires sont aujourd'hui, essayent de structurer très clairement leur service aussi par rapport à l'accompagnement de leur clientèle sur la gestion de patrimoine, sur le développement, qui soit cohérent aussi par rapport à leur savoir et puis à leur milieu. Et puis bien sûr, après, tous les courtiers qui peuvent, enfin les courtiers ou les cabinets indépendants, les plus gros cabinets, et puis peut-être également s'installer si vous avez une volonté d'être indépendant, de vous installer éventuellement, c'est possible. Et puis après, en gestion de patrimoine, vous pouvez vous spécialiser sur des domaines bien précis, peut-être faire du droit sur du droit à la personne, enfin du droit privé, du droit professionnel, etc. Enfin, il y a d'autres possibilités, bien entendu, qui peuvent s'ouvrir à vous selon votre spécialité. Et puis, pourquoi pas après, peut-être un cursus également type notarié. Je rencontrais encore ce week-end une personne, une notaire, qui est aujourd'hui notaire, hein, qui s'est formée initialement dans le droit et qui ensuite est partie en gestion de patrimoine et puis qui ensuite a passé ses examens, enfin est rentrée dans une école pour le notariat et donc a passé l'examen, qui est installée aujourd'hui, elle est notaire. Donc il y a quand même pas mal de pistes aujourd'hui qui se proposent. Et puis il y a l'expérience. Je pense qu'également, c'est difficile aujourd'hui, dans le milieu dans lequel nous sommes et dans notre société. Je pense que faire des plans à long terme, c'est pas facile, hein, très clairement. Enfin, je pense que ça change tellement vite. Et on peut également avoir une autre vision et on peut avoir d'autres volontés au fil du temps parce que voilà, on apprend, on observe, et ce qui est très bien. Donc, je crois ça ouvre quand même à plein de métiers possibles. Promotion immobilière, pourquoi pas. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles. Donc, je crois qu'il ne faut pas non plus. Enfin, c'est vraiment pas fermé. Très clairement, je pense que c'est pas très fermé. Et puis, à partir du moment où on parle d'un bac plus 5, je voudrais quand même insister sur cette notion. Quand on parle d'un bac plus 5, on demande de la réflexion. On est sur de la théorie, bien entendu, mais il y a aussi de la réflexion, du raisonnement. Et je crois, à partir du moment où on commence à arriver sur ces niveaux d'études, ça ouvre quand même des perspectives intéressantes. Et puis pour rebondir sur la formation, nous, là, parce que oui, 7-8 mois qu'on a commencé au niveau du master, c'est aussi intéressant cette année, moi, ce que j'ai pu voir en termes de formateurs, c'est vraiment des formateurs dont c'est leur métier. Donc voilà, ils ont eu beaucoup d'expérience avant, mais aujourd'hui dédié aussi, c'est d'être formateur. Donc c'est très enrichissant parce qu'il y a eu beaucoup d'expérience. Il y a aussi des formateurs qui sont encore en activité et qui sont avocats, gestionnaires de patrimoine indépendants. C'est vraiment très intéressant, sincèrement, d'échanger avec tout le monde parce que et il y a beaucoup de choses à apprendre en fait. Il ne faut pas hésiter à demander les choses. Alors il y a un problème avec le micro, c'est Lucas, je suis pas sûre. Ah bah c'est bon. Au niveau secteur bancaire, alors oui, il y a des possibilités internationales. Après, moi là-dessus, je me suis pas assez renseignée, mais je sais que après, là, je parle pour la Société Générale, il y a des possibilités, hein, vous pouvez aller travailler. Donc bien sûr, il faut parler anglais, être bilingue, c'est très important parce que faut pas l'oublier. Mais effectivement, si on reste en banque en France, on peut se dire qu'on peut se cantonner au français, mais l'anglais prend une part quand même très importante. Et d'ailleurs, je voulais parler de ça parce que on a eu l'occasion, là, en ce début d'année, d'assister à des conférences de cabinets de gestion de patrimoine internationaux, donc avec le gestion de patrimoine indépendant. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de mots anglais qui sont utilisés, donc il faut quand même avoir des bases en anglais, mais des bases aussi en anglais financier, parce que il y a des choses à savoir, même dans la vie courante, vous verrez, il y a beaucoup de termes anglais qui sont utilisés pour la gestion de patrimoine, donc c'est important aussi. Very good. Mais je sais que même l'année dernière au Crédit Agricole, il y avait aussi des possibilités de travailler à l'étranger. Après, je connais pas du tout le processus. Je sais là-dessus, je pourrais pas répondre, mais effectivement, c'est possible puisque pratiquement toutes nos banques françaises ont
ont des succursales à l'étranger, donc faut pas hésiter. Après, faut faire ses preuves, faut travailler dur, et puis faut pas hésiter à demander aussi. Et je voulais aussi revenir dessus, parce que c'est vrai qu'à force, ça revient, les informations. En termes d'alternance, je sais que c'est pas facile d'en trouver une. C'est énormément de travail, faut vraiment rien lâcher. Il faut pas hésiter à s'appuyer sur votre réseau. Bon, après, je sais que quand on commence, moi, j'en avais pas, personnellement, de réseau. À force, ça se fait. Faut pas hésiter à vous inscrire sur LinkedIn. Faut aussi faire marcher l'écofac. Ils ont des offres. Faut vraiment, puis même demander des conseils, vous entraîner pour faire des entretiens. Parce que même si vous validez les premières étapes, les tests, la lecture du CV, la lettre de motivation, il y a quand même l'entretien, et il faut se dire que l'entretien, faut tout donner. Et d'ailleurs, c'est important de se dire que quand vous vous présentez à une entreprise, il ne faut pas essayer de se... Je veux dire, il faut se vendre, c'est important. On est dans du commerce en plus, donc il faut montrer qui vous êtes. Mais je veux dire, il faut aussi être sincère. Il ne faut pas aller dire je sais faire ci, je sais faire ça, alors vous ne savez pas le faire. Parce qu'on vous attendra au tournant à la suite, ça ne sert à rien. Et vous allez être plus mal qu'autre chose quand vous allez prendre votre poste. Parce qu'il ne faut pas croire, mais il y a beaucoup de discussions entre les RH et entre votre futur tuteur ou autre. Aussi, un point essentiel par rapport à l'entreprise, c'est surtout, il faut pas, faut essayer de donner une bonne image de vous aussi, c'est important. Faut savoir que pour un recrutement futur, que ce soit pour une poursuite d'études ou pour un poste en CDI, CDD ou autre, les entreprises s'appellent entre elles. Les RH ont tendance, au niveau des recrutements, à appeler votre ancienne entreprise pour savoir comment ça s'est passé. Après, ça peut mal se passer, mais si c'est d'un commun accord, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas fait pour ça, ça arrive, mais il faut quand même rester, faut bien se comporter, c'est important. Il ne faut pas se dire j'en vois tout valser comme ça. Il y a quand même un minimum. Faut respecter déjà vos collègues, il faut respecter l'entreprise, parce qu'on vous a fait confiance quand même en alternance, hein, c'est pas anodin. Mais et voilà, c'est des points que je voulais préciser en plus. Parce que ça revient au fur et à mesure, mais... Puis ça va me permettre justement de prendre le relais, effectivement. Alors, tout ce que tu as dit, Alexandra, c'est top. LinkedIn, c'est vraiment un outil qui est génial pour se mettre en réseau. Il n'y a pas de mauvais moment pour commencer. Il faut commencer le plus tôt possible avec ses camarades de promo, avec son entourage personnel. Voilà, il faut développer ce réseau. Je sais que voilà, nous, on a beaucoup d'étudiants qui trouvent maintenant de l'alternance grâce à LinkedIn. J'ai encore eu l'exemple cette semaine où deux étudiants ont trouvé leur alternance pour le Master GP grâce à LinkedIn. Ils ont été contactés directement par des personnes qui étaient intéressées par le profil. Donc, c'est vraiment à prendre en compte maintenant. Il y a bien sûr les offres qui sont publiées sur les job boards ou autres, mais LinkedIn est vraiment présent. Nous, on est là aussi en support pour vous rassurer, pour vous accompagner. Ça me permet de rebondir. Comme tu le disais, Alexandra, l'entretien n'est pas un exercice facile. C'est quelque chose qui peut être un peu stressant. Il n'y a pas forcément d'expérience. Parfois, on se retrouve face à 2-3 recruteurs. On nous pose des questions un petit peu pointues. Ça se prépare, ça se travaille. L'équipe Ecofac, en tout cas, est là derrière pour vous aider. On a d'ailleurs, on peut vous coacher aux entretiens et on vous conseille vivement de le faire. C'est pas pour vous embêter, mais c'est qu'on a 2-3 questions pièges dans notre poche, et en général, quand on prépare l'entretien et qu'on vous pose ces questions, c'est déstabilisant. Donc, vaut mieux que vous soyez déstabilisé avec nous plutôt qu'avec le recruteur. L'objectif, c'est vraiment de vous préparer et de rester transparent. Pour moi, ce qui est important lors d'un entretien, c'est vraiment d'être transparent et d'être naturel. Effectivement, ça sert à rien de se survendre, ça sert à rien de se donner des compétences qu'on n'a pas, parce que ça va très vite se voir de toute façon. Et l'objectif, c'est de rester naturel et de pouvoir répondre aux attentes du recruteur en l'ayant préparé. Bien sûr, son entretien, on n'y va pas les mains dans les poches, hein, mais voilà, c'est vraiment l'objectif. C'est vraiment de se préparer et puis d'être prêt à certaines questions, parce qu'il y a des questions qui tombent régulièrement, et ne serait-ce que sa présentation, d'être prêt. Mais on est là. M'entraîner avec toi, Elodie, je ne sais pas si tu te souviens. On s'était entraîné justement pour... c'était après le BTS, je crois.
Et en fait, ce qui est bien aussi, c'est que ça nous permet de revoir notre CV, dans le sens où votre CV, vous l'écrivez, c'est une chose, mais il faut le maîtriser, votre CV. Parce que vous pouvez écrire, oui, j'ai fait telle chose, il suffit que vous ayez même 1 an, par exemple, de battement où vous n'avez rien d'écrit. On peut vous poser la question, vous avez fait quoi durant cette année? Et tout ce que vous avez fait qui, pour vous, vous dites, oui, j'ai pris une année de césure, j'ai juste fait des petits jobs à côté, bah non, ça, faut le valoriser aussi. Il faut pas vous dire, ah oui, j'ai fait, bah moi, un truc tout bête, quand j'avais 18 ans, j'ai fait, je sais pas si tout le monde connaît, mais le castrage du maïs. Donc c'est rien de glamour, hein, c'est vraiment un métier agricole, je faisais ça l'été. Bah, je l'ai justifié en me disant, pour mes premières embauches, je me suis dit, bah certes, j'ai pas d'expérience professionnelle, mais j'ai toujours bossé. J'ai toujours eu un petit job étudiant, pour montrer que bah, voilà, j'étais volontaire, que j'avais aussi envie de voir ce que c'était différents métiers, hein, parce que bah, surtout métier agricole, pour ceux qui en ont déjà fait, c'est pas facile. Donc c'est toujours des plus, même si aujourd'hui, je vais pas dire que j'ai fait aujourd'hui, je le dis plus évidemment parce que j'ai de l'expérience, mais faut essayer. C'est un exemple pour vous dire, faut pas hésiter à valoriser ce que vous avez fait, c'est important. Mais tout en restant honnête, bah, je prends l'exemple. Moi, en BTS, quand j'ai été recrutée dans l'entreprise chez Suez, j'étais à la fac de droit, mais voilà, j'arrêtais, voilà, ça me convenait pas. Et ça a été une des questions, pourquoi vous arrêtez? Bah, je dis parce que ça me convient pas, tout simplement. Je suis pas allée dire ah parce que en fait non non, j'ai pas tourné autour du pot. Et justement, quand ma tutrice, on en a reparlé 2-3 mois après, elle m'a dit bah moi ce qui m'a plu c'est que tu sois super honnête et que tu me dises que ça te convenait pas, justement parce que oui, j'ai dit que c'était pas fait pour moi et que moi j'avais pas besoin, c'était pas pour moi, quoi. C'est la fac, c'était après chacun, voilà. Il y a des gens, j'ai des amis, ils ont très bien réussi à la fac de droit, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, moi, c'était pas pour moi. Donc voilà, c'était pour rebondir aussi là-dessus en disant, faut vraiment maîtriser votre CV et votre lettre de motivation. C'est important, puis faire quelque chose de propre. On en reçoit aussi, nous, des fois, l'agence. Pensez à vous relire les fautes d'orthographe, c'est vraiment important. Après, une faute d'étourderie, ça arrive, hein, mais sur un CV, une lettre de motivation, ça peut pas arriver. En fait, c'est pas vous vendez, c'est votre carte de visite. Ouais, c'est l'image, c'est son image en fait. C'est la première impression en plus. Donc c'est important. Et aussi la photo, parce que pour le métier que l'on fait, non, c'est important de mettre pas de photo. Ça peut paraître des fois un peu bête, on se dit oui, mais on ne prend pas sur le physique. Oui, mais ça reste un métier commercial, hein, donc je veux dire, il faut quand même faut bien se présenter, voilà, faut être agréable. Après, des fois, on ne ressemble pas forcément à nos photos, ok, il n'y a pas de problème, mais je veux dire, il faut essayer quand même de montrer une photo où on est avenant, où ça donne envie au recruteur de se dire ah bah déjà le CV il me plaît bien et puis la personne a l'air agréable en photo. Donc ça peut aider. Après, je dis pas que ça fait tout, loin de là, hein, parce que j'espère qu'aujourd'hui on juge pas que sur photo, mais c'est un plus. Voilà, c'est important. Petite parenthèse photo professionnelle aussi. Pour le coup, on évite la photo des vacances ou la photo rognée avec un morceau du copain ou de la copine qui est à côté. Voilà. Mais je suis d'accord avec tout ce qu'Alexandre a dit. Je pense que vous, Lucas, vous pouvez apporter aussi votre côté professionnel justement là-dessus. Alors, si on arrive à... Je pense qu'il y a des petits problèmes de réseau chez Monsieur Lucas, du coup. On a perdu Monsieur Lucas. Mais oui, je suis... Ouais. Ah, c'est bon, on vous entend. Ou pas. Ah non. Pas du tout. Bon, bah, je pense que Monsieur Lucas va revenir, mais c'est assez important. C'est votre première image. Entre-temps, je vais pouvoir répondre aux questions qui sont arrivées justement entre-temps. Donc, alors, pour les taux de réussite Ecofac. Pour le coup, sur le bachelor banque, finance, assurance et gestion de patrimoine, on est à 100% de réussite. Donc, tous nos étudiants qui ont passé l'examen l'année dernière ont réussi. Par contre, pour le master en gestion de patrimoine, on n'a pas encore de taux de réussite puisque notre première promotion a été lancée en septembre 2020. Donc voilà, c'est la promotion d'Alexandra. Donc c'est vraiment une nouvelle formation qui est arrivée. Donc on a hâte d'être à l'année prochaine pour avoir les premiers taux de réussite, en sachant que sur les masters, pour le coup, sur tous nos autres masters, on est à 100% de réussite. Donc petit coup de pression pour nos masters gestion de patrimoine. On veut garder nos 100% de réussite. Et puis pour intégrer en fait une formation chez Ecofac, effectivement Alexandra pourra en témoigner, mais il y a un entretien
Donc, pour la filière, ce sera avec moi. Pour le coup, tout ce qui est BTS Assurance, le bachelor et le master. Il y a un test à passer. Et puis, on regarde aussi votre dossier de candidature. Donc, on regarde un petit peu aussi vos résultats. Voilà, on fait une analyse de votre dossier et on regarde aussi votre projet, vos motivations. Après, je ne sais pas comment toi, tu l'as vécu, Alexandra, de ton côté. C'est vrai que nous, on se connaissait depuis le BTS, donc c'était un peu différent. Mais en tout cas, oui, l'entretien, je pense que c'est aussi important parce que vous êtes étudiant, donc vous cherchez une école, hein, donc voilà. Mais donc vous avez envie de bien vous présenter devant l'école, mais il y a aussi votre choix d'école. Je veux dire, c'est donnant-donnant. Vous allez apprendre, il faut aussi que ça vous convienne. Moi, je sais que l'EcoFac, j'en suis très contente. Donc après, c'est pas pour vendre ou quoi, mais c'est vrai que je suis contente de l'accompagnement et aussi le côté taille humaine, c'est-à-dire que vous pouvez échanger avec vos formateurs, ils sont toujours disponibles, même avec plaisir, un grand plaisir, et aussi l'EcoFac qui est, je veux dire, tout le personnel, ils sont, je veux dire, pour dire on se tutoie, donc après ça peut paraître au début un peu compliqué, mais c'est vrai que moi après je connais depuis plus longtemps, donc il y a peut-être de ça aussi, mais c'est vrai que pour la plupart on se tutoie parce que on se connaît, ça reste quand même, bon après l'école ça grandit forcément, mais je veux dire, si vous avez une question, vous pouvez aller voir Elodie, elle sera toujours là pour vous répondre. Il y a aussi des conseillers sur tout ce qui est entreprise. Vous avez vraiment des personnes qui sont là toujours disponibles pour vous, donc il ne faut vraiment pas hésiter. Et pour le test que j'ai fait, donc je l'ai fait l'année dernière déjà, ça passe vite, mais après c'était des questions techniques, en fait, c'est de tout, quoi. Je veux dire, j'ai pas d'exemple parce que je veux pas non plus spoiler le test, mais je veux dire, faut pas non plus vous stresser sur le test. Je veux dire, il y a le test, certes, je pense que c'est pour voir vos compétences. Après, moi, je le vois comme ça, mais il y a aussi l'entretien qui joue. Si vous montrez que vous êtes motivé, effectivement, vous pouvez ne pas avoir. On en a, nous, cette année, qui viennent pas forcément d'une filière banque, hein. Ou assurance, ils ont des choses à réapprendre, ils savent pas tout, et on peut pas tout connaître de toute manière, donc faut pas se dire si j'arrive pas à faire le test, si j'ai pas minimum 10, je suis pas très mauvais, faut aussi ça s'apprend, je veux dire, faut pas hésiter aussi à se renseigner de son côté. Alors, est-ce que je crois qu'il y a des questions? Quelle est la moyenne d'âge des personnes du master? Alors, c'est marrant cette question, parce que moi, je suis un peu plus âgée que la moyenne. J'ai 25 ans, je suis une vieille, voilà. Non, ça m'a fait mal quand même. Donc... Mais non, la moyenne, ils sont... Alors, autant en BTS, la moyenne, c'était mon âge, je crois que c'était 21, quelque chose comme ça. On était vraiment plus âgés par rapport à la sortie d'études du bac. Mais là, cette année, on retourne sur vraiment des personnes qui ont vraiment suivi le cursus après le bac, qui ont tout enchaîné. Donc, je sais pas la moyenne d'âge, mais je pense qu'on doit être 22, 21-22, je pense. Parce qu'on n'est pas tant que ça. Après, à peu près, hein, oui, 22. Ouais, on est plutôt sur cette moyenne d'âge, effectivement, 22, 23. Et puis pour répondre du coup à la nouvelle question, on est sur des promotions en moyenne d'une vingtaine de personnes, en tout cas pour le bachelor et le master. Sur le BTS Assurance, par contre, on est sur des effectifs un petit peu plus réduits. On est entre 10 et 15. Ça dépend des années. Cette année, en première année, ils sont une dizaine. Donc c'est vrai que c'est plutôt confort. On trouve que c'est le bon compromis pour avancer et pour justement avoir cette proximité, cet accompagnement. C'est l'entre-deux. On a retrouvé Monsieur Lucas, du coup. Ouais, je suis désolé. J'ai vraiment galère, vraiment, techniquement. Pas de souci. Il y a des soirs comme ça où ça veut pas. Ouais, ça va pas. Là, c'est... Ouais, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si vous m'avez entendu quand j'ai voulu parler, mais je parlais de la posture professionnelle. Je sais pas si vous m'avez entendu, je crois que ça a coupé, mais je voulais juste simplement faire une petite... au-delà du CV, de la photo, je crois qu'après, il y a vraiment la posture professionnelle qui est importante. On la travaille évidemment quand on est en formation, mais... ça se travaille aussi, je dirais, ça se travaille tous les jours, la posture professionnelle, et c'est, je pense, aujourd'hui, vraiment une grosse différence hein, quand on veut se vendre et quand on veut chercher quelque chose, que ce soit une alternance d'ailleurs, parce que l'entreprise, c'est aussi se vendre très clairement. La posture professionnelle, pour moi, elle est vraiment fondamentale. Ouais, non, et puis plus on le fait tôt, finalement, plus ça devient naturel. Oui.
Ouais. et plus c'est intéressant. Mais je pense que oui, les entreprises, maintenant, c'est quelque chose qui est pris en compte, en tout cas dans le recrutement et dans les démarches, et même derrière sur une embauche en CDD ou en CDI. C'est aussi ce qui est regardé. C'est ce que tu voulais dire, du coup? Justement, c'est un point essentiel dans le sens où, une fois que vous avez fait, par exemple, pour ceux qui vont faire le master en alternance, il faut vous dire que généralement, vous prenez alternance en master ou en licence, ça se fait plus dans ces deux niveaux d'études. À la fin, généralement, on vous embauche en alternance pour vous prendre en CDI, la plupart du temps. Après, c'est pas tout le temps le cas, mais dans beaucoup d'entreprises, c'est le cas parce qu'en fait, c'est un investissement sur le futur aussi. Il faut se dire qu'ils vous forment 1 an pour le bachelor ou 2 ans pour le master. À la suite, ils se disent on embauche quelqu'un en CDI, il n'y a pas besoin de le reformer puisqu'il est formé depuis 2 ans, il aide les conseillers, il est là 100% pratiquement les 3 semaines dans le mois. Et parce que je disais la question, pardon, m'a perturbée. Et à la suite, ils vous embauchent et vous disent ah bah là, on peut vous mettre ici, vous êtes opérationnel. C'est quand même énorme pour eux dans le sens où ils n'ont pas toutes les formations, puis vous avez fait toutes les formations réglementaires. Je parle surtout en banque où vous avez vraiment beaucoup de formations à faire au début. C'est normal, hein, c'est toute la réglementation bancaire, donc faut passer par là. Tout ça c'est fait. Vous arrivez. Et pour eux, c'est du gâteau. C'est génial. Donc, alors je lis les questions. Combien de temps avons-nous pour trouver une alternance pour le master? Donc, je vais te laisser parler. Alors après, je dirais que c'est en cours, en tout cas actuellement, pour tout ce qui est domaine bancaire, assurantiel et gestion de patrimoine, on est dans le timing où ça y est, c'est en cours de recrutement. Les process sont lancés. C'est des domaines d'activité qui recrutent assez tôt par rapport à d'autres qui peuvent mettre un petit peu plus de temps. Après, nous, on donne pas de timing parce que tant qu'on vous accompagne, tant que on a encore de la place dans les promotions, on laisse ouvert encore aux derniers arrivants, on va dire. Je pense qu'Alexandra, tu l'as vu cette année, il y en a certains dans ta promotion qui sont arrivés sur septembre parce que voilà, il y a une alternance, c'est pas forcément simple à trouver. Il y a certaines personnes ont besoin d'un peu plus de temps, donc je donne jamais de délai parce que je trouve ça un peu frustrant et on peut avoir une opportunité effectivement sur juin, juillet, août. Donc nous on est tant il reste de la place dans la promotion, on vous accueille avec grand plaisir. Donc j'ai pas forcément de deadline à donner, Adrien, en tout cas, pour ta question. Cette année, certains ont trouvé en septembre une alternance. Hein. Je pense à 2 étudiants en particulier qui ont trouvé en septembre. Donc pour dire qu'il y a quand même des possibilités, parce qu'il faut savoir qu'il y a les embauches, certes, jusqu'à juillet, parce qu'après c'est les vacances, on va dire, ils sont un peu moins actifs au niveau des RH. Mais en septembre, certains finalement reviennent sur ils vont pas signer leur contrat ou autre, donc c'est des places qui se libèrent. Donc faut pas hésiter à relancer les entreprises en septembre si certains n'ont pas trouvé. Après, première question, je te laisse. Je peux répondre pour l'AMF si tu veux. Eh ben vas-y, du coup, vas-y. Pour l'obtention de l'AMF, moi je l'ai passé l'année dernière, l'AMF. Je ne l'ai pas eu. Faut avoir 16 sur les 2 blocs. Pour ceux qui connaissent un petit peu, j'ai eu 15,9, donc très frustrée. Mais bon, il faut savoir que ça se repasse. Vous pouvez, alors aussi, c'est pas, donc, en tout cas pour le master, c'est pas obligatoire. La preuve, moi je l'ai pas et certains ne l'ont pas passé l'année dernière. Si vous entrez en banque, il faut savoir que si vous êtes pris en CDI, alors c'est dans la plupart des cas, dans les 6 mois suivant votre embauche, il faut que vous ayez passé l'AMF et que vous l'ayez eu. En sachant que l'AMF, il y a plusieurs particularités, dans le sens où, en tout cas moi c'était comme ça l'année dernière, vous avez l'AMF qui est valable dans toutes les banques. Donc je vous dis ça, c'est un peu... grossièrement, hein, mais voilà. Vous avez l'AMF qui est valable dans toutes les banques, donc vous allez Société Générale, Crédit Agricole, ce sera valable. Mais si vous entrez en CDI dans une entreprise, vous allez passer généralement celui de l'entreprise. En tout cas, moi au Crédit Agricole, c'était comme ça l'année dernière. Donc si vous passez celui de l'entreprise, généralement ils sont un petit peu plus faciles que
que le classique, vous l'avez que pour le Crédit Agricole. J'avais une collègue l'année dernière, justement, elle venait de la Caisse d'épargne, elle avait eu l'AMF de la Caisse d'épargne, elle a dû repasser l'AMF du Crédit Agricole parce qu'il n'était pas valable. Voilà, c'est pour donner un exemple, mais en tout cas, il n'est pas obligatoire pour aller dans le master aujourd'hui. Il va vraiment être utile, surtout si vous allez en banque par la suite, ils vont vous le demander, ils vont vous demander de le passer de toute manière. Et voilà, pour les 2 autres questions, je pense que je vais te laisser répondre. Donc pour la rentrée, ça sera plutôt septembre. Après, on s'adapte. On sait que parfois, il y a des bachelors qui se terminent un petit peu tard. Ça peut être mi-septembre ou fin septembre. Donc nous, on fait des intégrations de promotion jusqu'à mi-octobre à peu près. Après, ça fait un petit peu tard parce que il y a pas mal de semaines de cours au départ au niveau de la formation. Et pour le cursus où c'est une licence de physique, alors là, ça va plutôt être de l'individuel. Là, comme ça, sur le papier, je dirais que ça serait un peu compliqué parce qu'il y a quand même une technicité à avoir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Monsieur Lucas. Je pense que ça dépend vraiment de la personne et voilà. Mais là, en tout cas, tel quel, une licence de physique pour le master, je vais vous laisser répondre pour le coup, si on vous entend. Ouais. Enfin, On vous entend très peu, ça saccade du coup. On n'entend plus. Là, comme ça, sur le papier pour la licence de physique, pour moi, ça me paraît compliqué. Je pense qu'Alexandra, tu seras aussi d'accord avec moi. Il y a quand même une technicité à avoir. On revoit plutôt les bases sur le bachelor, finalement. Et le master, il y a certains acquis qui sont nécessaires. Après, tout dépend s'il y a une passion, si à côté il y a une culture, on va dire personnelle dans le milieu, s'il y a un attrait pour le domaine. Donc c'est un peu difficile de répondre à cette question. Donc après, c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à venir me voir en entretien. Mais ça dépend vraiment, c'est du cas particulier. Ça dépend vraiment de la culture, en tout cas, personnelle qui est à côté. Je pense qu'avec une licence de physique comme ça sur le papier, on se dit que ça correspond pas, mais après, il y a aussi du travail personnel. S'il y a une passion, si effectivement il y a beaucoup de connaissances, s'il y a beaucoup de connaissances et que ça, voilà, c'est vraiment ce que vous voulez faire, faut essayer, il faut aller voir Elodie, voilà, exposer le projet, parce qu'il y a aussi votre projet professionnel, parce qu'on peut effectivement se dire, j'ai une licence de physique, je voulais un bac+3 par exemple, moi j'en connais comme ça, il voulait un bac+3 et puis après, voilà, en termes de master, il savait pas trop. Je pense que ça va vraiment être, oui, à Elodie de jauger, mais je veux dire, je sais on a quelqu'un dans la promo, je sais pas son cursus de base, mais qui avait quand même des bases, hein, je veux dire, mais il est très ouvert, il adore s'informer, il recherche beaucoup l'information. Et sur des choses, alors il pose beaucoup de questions, mais il faut poser des questions, de toute façon, il ne faut pas hésiter. Et c'est vrai que des fois, il nous apporte des informations, et nous, on se dit, ça fait quand même 1 an qu'on est dedans, on ne le savait pas. Donc des fois, c'est aussi d'aller fouiller même, on se dit, et puis on apprend des autres aussi, il ne faut pas hésiter à échanger. Je veux dire, ça va vraiment être par rapport au profil, et en tout cas, s'il y a ce profil où il n'y a aucune connaissance, je ne sais pas. Je suis pas sûre. Je sais pas si vous m'entendez. Si. Oui. Ah, super, génial. Enfin, là, c'est vraiment une vraie galère. Mais bon, on y arrive. J'avais compris la question. Enfin, sur une licence de physique, hein, c'est ça, hein, Oui. pour continuer en master. Moi, je dirais pourquoi pas. Enfin, si la personne a cette volonté d'aller vers la gestion de patrimoine, c'est qu'il y a une certaine appétence. Enfin, je pense que si on passe de la physique à la gestion de patrimoine, il n'y a pas beaucoup de rapports, a priori, comme ça. Mais s'il y a la volonté, très clairement, alors je ne sais pas si vous avez parlé, parce que j'entends pas tout, mais si vous avez parlé de quelques conseils qu'on pourrait vous donner pour l'alternance et pour un bac+3 ou 2 ou 5 ou 4-5, s'il y a vraiment la volonté, la motivation, parce qu'il y a des gens qui ont des profils qui n'ont pas forcément fait de banque ou d'assurance auparavant non plus. Donc, bon, c'est vrai que ça semble comme ça assez lointain. Ça nécessite de voir un entretien, voilà. Mais s'il y a une volonté, s'il y a une vraie volonté, je pense que c'est pas infaisable. C'est pas infaisable. Maintenant, ça va demander un travail quand même beaucoup plus important, très clairement.
de recherche, d'implication, même si l'implication doit être pour n'importe qui, bien sûr, importante, mais pour moi, c'est pas impossible aujourd'hui. Enfin, les profils, il y a plein de passerelles, il y a plein de possibilités. Et puis, il y a une chose qui est intéressante également, si on est sur une licence de physique, c'est quand même, on a une aptitude à apprendre, parce qu'on a aussi cette aptitude de faculté qui n'est pas le même forcément que le cursus d'alternant. Donc, moi, je dis pourquoi pas, mais c'est difficile de répondre comme ça. Mais moi, je dis, il ne faut pas se fermer. Enfin, je pense pas. En tout cas, moi, je suis plutôt ouvert par rapport à cela, par rapport au profil et par rapport à la volonté d'apprendre. Donc, je dis pourquoi pas. Et puis la culture, voilà, s'il y a vraiment un intérêt, un attrait aussi pour le domaine, et si la personne aussi se documente personnellement de son côté. Bien sûr. Et ça me permet aussi de rebondir, on n'en parle pas beaucoup, mais parfois on n'y pense pas forcément non plus. Mais ce qui peut être intéressant parfois, c'est de faire des stages aussi. D'aller s'immerger dans un domaine d'activité qui peut nous attirer comme ça. Alors parfois ça va confirmer le choix, parfois ça va pas le confirmer, mais comme toute expérience, c'est bon à prendre. Et je trouve que ça peut être intéressant parfois, voilà, sur une passerelle de formation, sur une reprise d'études, enfin voilà, il y a tellement de choses. De toute façon, maintenant on est amené à beaucoup bouger professionnellement. De pourquoi pas aller s'immerger un petit peu dans le domaine professionnel et d'aller voir comment c'est sur le terrain finalement, pour se projeter un petit peu plus et puis voir si ça correspond à nos attentes et à l'image qu'on s'en fait pour le coup. Absolument, complètement, c'est une bonne idée. Ouais. On a une nouvelle question. Alors là, pour le coup, je vais pas pouvoir répondre. Comment est composé du coup le programme de fiscalité sur le master en gestion de patrimoine? Alors sur le master, alors devant les yeux, j'ai pas le programme de fiscalité devant les yeux, mais je peux le chercher éventuellement rapidement. Attendez, je vais. On pourra. On peut poser une autre question si vous voulez. Je vais chercher. Si ça veut bien fonctionner, je vais chercher dans mes dossiers et je peux vous donner le détail de la fiscalité, bien entendu. On pourra répondre un petit peu plus tard à cette question. Bien sûr. Une fois l'admission réalisée, quand est-ce que les inscriptions en master GP interviennent? Alors, une fois que vous êtes admissible, en fait, pour le coup, vous êtes potentiellement dans la capacité d'intégrer Ecofac. Ce qui valide votre inscription, c'est de trouver votre alternance ou alors de vous inscrire finalement en alterné. Mais effectivement, Corentin, qu'est-ce qui valide vraiment ton inscription? Ça va être le fait de trouver une alternance. Ok, je pense qu'on a balayé un petit peu toutes les questions, du coup, qu'on a eues, c'est bien. C'était interactif. Mais je pense qu'on a un petit peu parlé de ça aussi, les conseils pour la recherche d'alternance. Vraiment, je vais revenir dessus, mais c'est vraiment important. Et surtout, vous allez envoyer des centaines de CV. Voilà, c'est le jeu. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent. Il y a beaucoup d'offres aussi, mais pas autant qu'il y a d'alternants. Après, ce qui peut jouer aussi pour vous, où vous pouvez justifier d'un argument, c'est les aides de l'État. Il ne faut pas négliger non plus, c'est un plus. Et puis, oui, c'est un point aussi qu'on n'a pas abordé, c'est par rapport à votre vie d'alternant et votre vie privée, parce que c'est un point aussi. Pour revenir là-dessus, donc vous avez trouvé de l'alternance, voilà, vous êtes content, sauf que pour avoir été à la fac, où je sortais le jeudi soir, le vendredi matin, j'avais pas en cours, voilà. Ça, c'est pas possible, sincèrement. Ou sinon, ça arrive, il y en a certains qui arrivent. Moi, c'est peut-être parce que j'ai 25 ans, je tiens plus, je sais pas, mais je peux pas. En tout cas, puis même, c'est même pas... là, je rigole, évidemment, mais dans le sens où vous arrivez en entreprise le vendredi matin, vous n'arrivez pas à alcooliser ou avoir pris une à sentir parce que vous recevez des clients. Vous avez vos collègues à côté de vous, il faut donner une bonne image de vous, c'est pareil. Donc, c'est plus la même vie, vous avez un rythme en plein. Monsieur Lucas, est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Juste le temps qu'Alexandre... Merci. Oui, c'est vrai que c'est pas... c'est un rythme à prendre, parce que moi, au début, je suis passée de la fac où j'avais
même pas 10 heures de cours par semaine, où je suis passée en BTS, où j'enchaînais, moi, je sais pas si c'est toujours comme ça, mais c'était 2 jours en cours, 3 jours en entreprise. C'est ça. C'est pas facile. Après, moi j'ai adoré, j'adore toujours hein, l'alternance, et c'est vrai que pour moi c'est un plus parce que vous immergez au sein de l'entreprise. En fait, vous avez, alors moi aujourd'hui, je vais avoir pratiquement autant de responsabilités que mes collègues, donc vous voyez, on vous fait confiance et je trouve que vous prenez aussi confiance en vous. C'est important parce que sur le métier, en prenant confiance, vous allez vous dire, oui, il faut que je sois à fond dans mon boulot. Donc c'est là où vous allez vous dire, des fois les journées, elles font pas que 9h, 18h. Hein. Faut pas, des fois vous allez être amené, bon, c'est pas forcément bien, mais vous avez tellement de choses à gérer que malheureusement, vous avez envie de tout donner. Donc c'est là où je reviens au rythme, où c'est un rythme qui est quand même difficile. Hein. En plus, on n'est pas selon les entreprises, on peut être en 35 heures, mais des fois, c'est du 39 heures, voire plus. Donc, c'est du boulot. L'alternance, c'est pas facile. On va pas vous demander toujours des tâches très agréables. Hein. Vous allez faire beaucoup d'administratifs. Mais c'est comme ça qu'on apprend. Je veux dire, faut pas se leurrer. Hein. L'administratif, ça fait partie pour tous les métiers, hein, que ça soit en banque, en cabinet de gestion de patrimoine indépendant, sauf si vous avez quelqu'un d'embauché dans le cabinet qui est dédié à faire cette tâche. Mais sinon, c'est beaucoup d'administratif. Mais c'est aussi intéressant puisqu'on en revient à la réglementation, des choses comme ça. Après, il faut aimer la réglementation, ça c'est un autre sujet. Mais je veux dire, c'est vraiment... faut respecter le cadre de l'entreprise, c'est important. Mais je pense que Monsieur Lucas pourra confirmer, mais c'est vrai qu'on n'arrive pas, on doit donner une bonne figure de nous, on revient à la posture, mais on n'arrive pas n'importe comment un lendemain de soirée ou autre. Hein. C'est important de montrer une bonne image de nous. Et pour les clients aussi, parce qu'il faut savoir, vous représentez l'entreprise quand même. C'est pas n'importe quoi, donc faut essayer... voilà, on se dit, et puis la recommandation, si votre client il vous dit, on m'a recommandé tel conseiller, là vous êtes content de recevoir des clients après, vous dites, j'ai plus aux clients. Voilà, c'est un tout en fait. Là je parle un peu de plusieurs choses, mais c'est vrai que c'est important. Pour moi, voilà, ça vient au fil de l'eau comme ça, mais effectivement, c'est pour vous donner des petits conseils aussi au fur et à mesure parce que moi, j'ai appris depuis 4 ans maintenant à toutes ces choses-là. Et puis, on m'a donné beaucoup de conseils. Aussi, demander beaucoup de conseils à vos collègues. Apprendre de leur expérience, parce que tout le monde a une expérience différente. Certains n'ont pas fait que de la banque ou que de la gestion de patrimoine. Certains sont passés par plusieurs domaines ou différentes entreprises. Donc, c'est toujours intéressant de savoir les expériences de chacun et pourquoi ils sont dans cette entreprise. Aujourd'hui, est-ce que ça leur plaît? C'est plein de choses aussi. Voilà, prendre des expériences des autres, ça vous enrichit et faut pas hésiter. Et la difficulté du master, alors je dirais que vous êtes alternant, donc déjà vous partez avec une difficulté quand même dans le sens où vous avez l'entreprise à gérer, mais vous avez une semaine de cours aussi où on vous demande de travailler, ce qui est normal. Vous avez des fois des exercices à rendre, des travaux de groupe, des choses comme ça. Bon là on est en distanciel, donc c'est un peu différent. Vous avez moins. Bon, les travaux de groupe, on en a, mais c'est pas pareil, on va dire, que quand on était en présentiel. Mais oui, c'est la difficulté, c'est de savoir que vous avez des choses à rendre à telle date et il faut le faire. Vous êtes alternant, donc vous êtes salarié en entreprise, mais vous êtes aussi étudiant, donc vous avez des choses à faire et aussi beaucoup d'apprentissage personnel parce que vous avez les cours, les formateurs qui vont vous apprendre beaucoup de choses, hein, évidemment, mais il ne faut pas hésiter à aller chercher l'information. Parce que c'est toujours plus aussi de dire j'ai appris ça, puis parler de vos expériences aussi dans le master. C'est ce que disait Monsieur Lucas tout à l'heure, c'est que il y a souvent des cours où on rebondit sur des choses que nous on a pu voir les semaines d'avant. Donc c'est intéressant de faire ce rapprochement et essayer aussi, là ça fait partie des conseils plutôt, moi je sais, c'est ce que je fais avec ma tutrice cette année. Elle me demande souvent ce que je fais en cours pour essayer, pour voir à ce que ça corresponde bien à ce que je peux faire en entreprise. Donc des fois c'est pas forcément évident parce qu'on n'a pas le dossier qui correspond, mais elle essaye de vraiment s'interroger sur ce que je fais pour essayer de correspondre au maximum. N'hésitez pas à demander à votre tuteur, à vos collègues, est-ce que je peux voir ça? Faut être demandeur, faut pas attendre que ça nous tombe tout cuit parce que ça tombera pas tout cuit en fait. Faut vraiment aller chercher vos collègues en disant est-ce que tu peux me montrer ça? Est-ce que je peux voir? Est-ce que je peux faire ce dossier-là? Et même des fois c'est encore mieux quand vous commencez à avoir plus d'aisance dans le travail, c'est je fais ça. Voilà, j'ai préparé le rendez-vous, voilà, il est fait. Ça, ils vont se dire d'accord. Là, ça donne aussi envie
de t'aider. Puis ça fonctionne aussi avec le réseau pour les conseils pour la recherche aussi d'alternance. Hein. Quelqu'un qui a... Vous savez, le bouche à oreille, ça va vite aussi. Donc, c'est toujours aussi, si vous donnez bonne figure devant quelqu'un, ça faut se dire que ça peut découler sur sur un bouche à oreille qui peut aller plus loin, en fait. Et puis la prise d'initiative est quand même intéressante. Enfin, pour le coup, ça fait grandir, ça fait monter en compétences. Ça peut arriver de se planter, entre guillemets, mais au moins vous aurez eu la chance d'essayer et le courage d'essayer. Donc non, je suis assez d'accord avec Alexandra, faut tester. Alors bien sûr, en respectant enfin voilà, le cadre, etc. Mais il faut pas être attentiste. Sinon, les missions vont pas évoluer, vous allez rester au même poste et ça peut vite être très long au niveau de la formation s'il n'y a pas de perspective d'évolution. Si pendant 1 an ou pendant 2 ans vous faites toujours la même chose, vous allez être frustré et vous n'allez pas pouvoir grandir aussi vous professionnellement. Donc, faut être actif dans son alternance, faut être demandeur. Et c'est ça et c'est là justement où c'est intéressant. Je pense que Monsieur Lucas, vous allez être d'accord avec ça aussi, j'imagine. Alors, si ça fonctionne, je vais parler. Ça fonctionne a priori. Oui, enfin, je rebondis, j'écoutais Alexandra avec attention. C'est vraiment extrêmement intéressant et c'est le meilleur témoignage, je pense, d'avoir des étudiants qui ont ce cursus et qui peuvent témoigner. Et ça, c'est vraiment bien. Il est très clair que l'alternance, c'est pas facile. Je le dis souvent, moi, en début de formation, c'est pas du tout facile parce qu'il va falloir concilier ses études, son travail, sa vie perso également, parce que c'est un ensemble. Et aujourd'hui, on est encore plus affecté, malheureusement, avec ce qu'on est en train de vivre. Donc, c'est beaucoup plus compliqué de faire sur une formation, et ça, on en est bien conscient. Maintenant, c'est un engagement. Je crois que la motivation, l'implication, enfin, ce sont des choses dans ses études comme dans sa vie professionnelle et sa volonté d'être curieux, d'aller chercher les informations. Je pense qu'effectivement, c'est primordial. Aujourd'hui, si on veut progresser et puis si on veut changer aussi, parce que parfois on veut changer, il y a plein de possibilités. Et je crois que l'implication, elle est vraiment fondamentale. Et ça, c'est vraiment important. J'attire souvent vraiment l'attention sur la difficulté quand même de l'alternance, du rythme que ça peut engendrer, du travail personnel qu'on peut avoir aussi. C'est pas parce qu'on a l'alternance qu'on a moins de travail, parce que quand on est et je considère en plus que si on vise un bac plus 5, eh bien, on doit à un moment s'autonomiser, faire de la recherche. Enfin, on est vraiment, je ne veux pas comparer un BTS parce que c'est vraiment très différent. Mais quand on est en bac plus 15, je dirais même en bac plus 3, on a une vraie volonté de progresser et d'apprendre. Et donc, l'implication est vraiment, vraiment fondamentale. Donc, la motivation, pour moi, c'est ce qui fera la différence. Très clairement, c'est ce qui fera la différence entre des personnes qui sont peut-être un peu moins motivées, et forcément, on le verra et on le voit forcément dans les résultats. Et une personne qui sera curieuse, qui sera volontaire, qui va chercher, qui va poser des questions, Et puis, il y a l'implication dans la vie professionnelle qui est juste fondamentale, hein, parce que, effectivement, l'image que l'on va donner, c'est de l'ordre de votre travail que vous allez le donner et montrer que vous avez envie, que vous êtes curieux. C'est fondamental. Très, très clairement, c'est fondamental. Non, c'est ça qui fait une alternance réussie aussi. Ouais, l'implication et pour le coup, la motivation. Bien sûr. C'est ça qui est important. Est-ce que vous avez trouvé l'information par rapport à la fiscalité du coup? Oui, alors j'ai la fiscalité. Alors, je ne vais pas vous faire tout le programme, hein, parce que sinon ça va durer, mais alors c'est essentiellement de la fiscalité des personnes physiques, hein, puisque c'est quand même de la gestion de patrimoine. Hein, donc on est sur le système fiscal français, sur les sources de droit fiscal, sur la loi de finances, donc travail sur la loi de finances chaque année, l'impôt sur le revenu bien entendu, et puis vous avez une partie quand même intéressante que je ne sais pas si c'est travaillé tout le temps, mais sur les BIC, sur les BNC, sur le bénéfice agricole, etc. Donc il y a un certain nombre de revenus qui sont catégoriels, qui sont abordés. Les revenus fonciers, bien entendu, les capitaux mobiliers, les déficits déductibles, les charges déductibles, le calcul de l'impôt, donc c'est assez classique, hein, les réductions, les crédits, les niches fiscales, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus également. Donc là, on est vraiment sur de la gestion de patrimoine plus. Et puis sur les mécanismes de lissage, le cas de plus-value de cession d'immeubles, les prélèvements sociaux également sur les revenus du patrimoine.
et l'impôt sur la, enfin voilà, l'IFI en fait. Hein. Donc vous voyez, c'est un programme qui est assez vaste, alors qui est quand même basé essentiellement sur les particuliers. Il n'y a pas de fiscalité particulière de professionnels d'entreprise. Voilà, je suis en train de regarder, je suis en train de finir, mais et la transmission, également bien sûr important, la transmission et donc les droits de mutation. Voilà, le programme. Après, c'est plus détaillé, évidemment. Hein. J'ai un plus de détails, mais bon, je vous le fais assez rapidement. Puis les formateurs sont très au point en termes de fiscalité. Hein. Pour avoir là, quelques cours déjà, c'est beaucoup de connaissances, donc c'est vraiment à jour. C'est super, sincèrement. Et puis moi, pour ma part, l'année dernière, j'ai eu un problème avec notre formateur de fiscalité qui, avec le Covid, a décidé d'arrêter. Donc, j'avais pas eu plus de cours de fiscalité que ça. Donc, là, cette année, ça fait du bien, on va dire. on revoit tout, en fait, toute la fiscalité. Donc, c'est vraiment intéressant. Et la fiscalité, ça s'apprend. C'est une matière qui s'apprend. Enfin, c'est aussi, voilà, il faut connaître le mécanisme et ça s'apprend aussi. Et oui, ça bouge aussi beaucoup. Donc, ça s'adapte. Là, je vous donne un programme qui peut-être bougera l'année prochaine parce que la fiscalité bouge également. Donc, c'est un peu plus difficile. Hein, il y a forcément un cadre, mais il y a forcément aussi du plus. Et ça, c'est aussi, je pense, la force de la formation en alternance, comme de toute la formation d'ailleurs, parce que je ne fais pas que l'alternance, mais c'est, je pense, vraiment important de comprendre notre monde dans lequel nous vivons avec les notions qu'on doit apprendre, les appliquer, essayer de les appliquer, essayer de comprendre ce qui se passe. Et il y a plein de choses qui se passent en ce moment, évidemment, par rapport à la situation. Et du coup, la nouvelle question de Corentin. Donc, alors, le master en gestion de patrimoine, pour le coup, l'évaluation se fait à la fin des 2 ans. Donc, il y a 3 épreuves. Il y a un QCM, il y a une étude de cas et il y a une restitution en fait de l'étude de cas à l'oral. L'objectif, c'est de vous accompagner quand même sur les 2 ans. Donc, je pense qu'Alexandra pourra confirmer. Mais voilà, l'objectif, c'est vraiment de vous préparer à cette épreuve. Donc, il y a des épreuves de contrôle continu. On vous met aussi en situation. Donc là, tu l'as pas encore vécu parce que c'est pas tout de suite. Mais voilà, c'est un peu particulier pour un master. Il y a pas de mémoire à rendre. Il y a pas de mémoire à rendre. Si ? Non, mais parce que moi j'en ai rendu la dernière et c'est pas ce que j'ai préféré. Donc c'est pour ça. C'est pour ça que je le précise. Il n'y a pas de mémoire à rendre. En fait, là, vous êtes sur une formation qui est vraiment très professionnalisante. L'objectif, c'est vraiment de vous préparer au métier de gestionnaire de patrimoine, en tout cas sur le master en gestion de patrimoine. Donc, c'est vraiment de vous donner tous les outils. Donc, d'avoir le bagage technique, on va dire, nécessaire. Et derrière, on va plutôt vous évaluer sur votre capacité à utiliser ce bagage et à donner en fait des solutions, des réponses au client par rapport à sa situation. Donc, comme Monsieur Vical disait tout à l'heure, là, on n'est plus simplement dans l'apprentissage et la restitution. On vous demande une prise de hauteur, on vous demande une analyse, on vous demande une capacité finalement à retranscrire l'information ou à vous servir de votre savoir pour pouvoir l'exploiter en fait à côté. Contrairement à un BTS où là on est effectivement sur un examen au bout des 2 ans, donc un petit peu plus scolaire on va dire. Et puis sur le bachelor, on fonctionne sur des partiels un peu plus classiques, on va dire, avec un mémoire à rendre et une soutenance de mémoire. C'est vrai que les modalités d'examen sur le master sont un petit peu particulières, mais elles sont liées aussi au métier. En fait, on vous évalue sur potentiellement le métier que vous allez faire plus tard. C'est vrai que c'est la spécificité, c'est que c'est très professionnel finalement, puisque ça va être un échange. Ça va être en fait, on va faire comme si on recevait un client. C'est vraiment le métier. Puis même un contrôle continu, on a quand même quelques contrôles. On n'est plus au terme de contrôle, mais examen de l'année. Et c'est vrai que ça permet aussi d'évaluer nous où on en est. Ça permet de voir en termes de connaissances. Mais on a aussi, je vois la dernière fois quand on avait fait une journée en présentiel, on avait fait un petit sketch en fait. On était à 2, parce que je suis passée, c'est pour ça que je me permets de le dire. Où j'étais cliente. On avait justement le conseiller en gestion de patrimoine indépendant qui nous donnait cours à ce moment-là. Il avait rencontré des clients
cas, donc bien sûr de manière anonyme, hein. Il nous a redonné des cas en changeant les noms et tous les paramètres. Et moi, l'autre personne dans la classe a fait le conseiller. Il a fait vraiment une découverte complète. Et en fait, il voulait aussi nous montrer dans le métier que c'est pas le client va pas tout donner comme ça en fait. Oh, ça, comme ça. Donc il attendait de moi en fait que je sois difficile. Voilà, ce soit difficile de me sortir les verres du nez, on va dire. Donc c'était le but aussi de montrer qu'on fait des sketchs aussi tout au long de l'année. Bon là en distanciel c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas on en fait pour aussi nous préparer lors des entretiens et à l'examen final à la fin des 2 ans, puisqu'il y aura ça, puis l'étude de cas qui, pour moi, c'est ce qu'on... Là, en tout cas en banque, c'est ce qu'on vit tous les jours. Donc, on a un projet, faut y répondre. Et voilà, en fait, c'est le métier, c'est vraiment le côté professionnel. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a plu et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce master-là, en tout cas. Et je sais pas si tu l'avais vécu en BTS Assurance, je sais que Monsieur Châtel, par exemple, le fait, mais des mises en situation, par exemple, les BTS première année assurance font les clients pour les BTS Assurance deuxième année. Il y a un exercice où justement il y a des mises en situation et alors les étudiants sont ravis de faire les clients pour le coup. Moi, j'ai adoré ce BTS. Pour dire un peu, on s'est avec Monsieur Châtel, pour ceux qui veulent peut-être faire un BTS Assurance, je ne sais pas s'il y en a, mais en tout cas, faut savoir qu'il y a quand même aussi des très bons formateurs aussi en master. Hein. Je pense à Monsieur Châtel qui nous a accompagnés pour les oraux de BTS, sachant que moi, au moment où je suis passée, c'était l'année de la réforme. Donc, il y a eu plein de bouleversements en deuxième année. Et c'est vrai qu'il nous a vraiment accompagnés sur les oraux. Et pour dire qu'il nous a tellement bien accompagnés, je suis une stressée dans les oraux, c'est pas possible. J'ai eu 19 à mon oral. Et j'ai dit à Monsieur Châtel, c'est grâce à vous parce qu'il nous a entraînés toute l'année. Et on a eu tous des super notes parce qu'il y a eu l'entraînement. Et ça continue. Là, cette année, on s'entraîne aussi. Donc, j'espère qu'on aura des aussi bonnes notes. Je nous le souhaite, en tout cas, à toute la promo. Mais c'est vraiment important. Après, c'est dur de passer devant tout le monde. Hein. Moi, la première, je suis plus réservée, je suis un peu timide. Et c'est vrai que ça le fait. Faut pas hésiter, en fait, faut se lancer. Après, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, je suis d'accord, mais faut pas hésiter, et, ça vous entraîne, en fait. Donc, ça, c'est vraiment bien. Et puis, pour l'examen final, il faut, de toute manière. Et puis, il faut sortir un petit peu de sa zone de confort, et je trouve que le déterminer, c'est vraiment le bon moyen pour ça. Donc, c'est vraiment l'avantage. Et je sais que voilà, toutes ces mises en situation, sur le coup, c'est un petit peu dur de se lancer. Mais après, quand on prend du recul, on se dit c'est grâce à ça finalement que j'ai réussi, que je suis à l'aise en clientèle, que je suis beaucoup moins stressée, que ça se passe bien. C'est quand même des métiers de contact. Quel que soit d'ailleurs le niveau. Donc c'est important de s'entraîner. Et puis vous êtes, les étudiants sont dans des petites promotions, donc ça permet aussi, de pouvoir être à l'aise et de pouvoir avancer comme ça. Question ou si on termine là. Ouais, je pense qu'on a un petit peu balayé tous les sujets. Je vais faire une petite parenthèse parce qu'il y a des noms qui me parlent en tout cas dans le chat et des noms qui ne parlent pas. Donc voilà, mais n'hésitez pas à venir vers nous. On est vraiment là pour vous accompagner. On organise des job dating. Donc c'est vrai qu'on continue. Malgré la situation, on continue à accompagner nos étudiants, nos candidats. On est là aussi pour vous aider dans vos démarches, pour vous aider aussi sur les questions comme vous avez pu le poser ce soir. Faut vraiment pas hésiter à vous rapprocher du campus vers lequel vous êtes le plus proche. On sera ravis de répondre. Je pense que là-dessus, on est plutôt ouvert. Donc n'hésitez pas. Et puis, je sais pas si vous avez encore des petites questions. Voilà. Après, je pense qu'on a répondu à pas mal de choses. N'hésitez pas pour ceux qui ont des questions, parce que moi j'ai le côté vie études, je suis étudiante encore, donc n'hésitez pas si vous voulez m'ajouter sur LinkedIn, c'est Alexandra Vieux, donc Vieux comme l'adjectif, et vous n'hésitez pas si vous avez des questions, vous m'envoyez un message, je pourrai y répondre avec plaisir, pas de souci, que ce soit sur l'école, sur le cursus, sur l'alternance, sur les entreprises aussi.
n'hésitez pas, je reste disponible. Je sais que vous êtes une promo hyper active et vous êtes disponible en plus pour répondre. Il n'y a pas de souci, je leur précise parce que des fois, on ne va pas forcément oser, mais je ne mords pas, donc n'hésitez pas. Donc, voilà, donc on était en train de conclure du coup, Monsieur Lucas. Ouais, je suis désolé. Alors, j'ai réussi à vous revenir, mais c'est une galère. Je vous assure que c'est pas très agréable. Désolé. Non, mais du coup, voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. On a balayé un petit peu tous les sujets, à mon avis. Donc voilà. Donc, Alexandra vous a dit, n'hésitez pas à prendre contact avec elle aussi si vous avez des questions un petit peu plus spécifiques. Et puis à revenir vers nous aussi. On est là pour ça. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'était un bon exercice aussi pour nous. En tout cas, merci à vous tous. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée pour le coup. Bonne soirée à tout le monde également. Merci, bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir.